Je suis avec Simon dit Siltard, un vieux de la vieille des associations du libre et des FAI nationaux et locaux, c'est cela ? Oui, adhérent FDN depuis 2005, je suis. Première ligne ADSL ouverte par l'association French Data Network, qui n'est pas été une ligne ouverte pour test. Donc ils ont préparé leur infrastructure, annoncé la chose sur LinuxFR, et le premier qui a dit « Oh, c'est trop bien, j'en veux !» c'était moi. Et depuis, ça marche bien. Et depuis, ça marche très bien. Alors, au début d'Internet, était FDN, French Data Network, en 1992, premier FAI de France, encore en activité. Il y en a qui s'étaient montés un peu avant, mais ils ont disparu depuis bien longtemps. FAI, fournisseur d'accès, c'est indispensable pour se connecter à Internet, justement. C'est précisément l'organisme qui allume votre prise téléphonique avec tout Internet dedans. Provider en anglais, fournisseur d'accès Internet. FAI, FDN, et FDN, c'est aussi une fédération ? Oui, donc je disais qu'FDN s'est lancé il y a très longtemps, a proposé des connexions Internet d'abord en modem RTC, le fameux modem qui chante quand on se connecte. Bip, 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 bip. Dit il y a bien longtemps. À partir de 2005, des lignes ADSL. Et là, croissance à nouveau de l'association qui a connu son heure de gloire sur les débuts du RTC et a bien eu besoin de passer à une autre technologie quand la DSL s'est imposée. Et donc, de 2005 à 2010-12 même, l'association est repassée de 200 à 500 membres. Et apporté par un petit bureau de bénévoles, petit noyau d'actifs, autant de membres, c'est devenu compliqué. C'était moins une association à taille humaine et il est apparu le besoin d'impliquer plus de gens dans la structure. Et c'est comme ça que l'idée de faire une fédération de FAI FDN, d'essaimer le concept et de susciter la création localement en région de plusieurs autres associations qui porteraient une activité proche est apparue. Cette structure regroupant plusieurs associations a eu bien plus de succès que ce qu'on imaginait au lancement. Ça s'est lancé sur un pari avec 4 ou 5 associations membres et là aujourd'hui, à peine 3 ans plus tard, c'est plus d'une quinzaine d'associations qui ont rejoint ce réseau d'associations. C'est pas une fédération au sens propre du terme. Et plus de 2000 membres. C'est-à-dire tout confondu quand on regarde les différents l'ensemble des membres des associations membres du réseau. Oui. Donc 2000 personnes. Le même ratio que pour FDN sur 500 membres, 250 lignes ADSL ouvertes et dans l'ensemble de la fédération sur à peu près 2000 membres, environ 1000 personnes connectées à Internet par le biais des logiciels libres mis en œuvre dans une association à but non lucratif, que ce soit par le biais de l'ADSL, par des réseaux Wi-Fi dans des petites villes et des zones blanches sans couverture ou d'autres réseaux hertziens à plus large portée. Ça semble rageant, c'est pas assez nombreux. C'est pas assez nombreux, mais c'est une croissance beaucoup plus rapide que ce qu'a pu connaître FDN, même dans ses meilleurs jours, même avec l'effet LinuxFR et l'annonce de le site des geeks par excellence. Ça avait donné un bon coup de fouet au site web et à l'association. Essaimé par le biais de groupes locaux et en fait donc d'associations autonomes qui se montent un peu partout, c'est bien plus efficace que faire des conférences sur le Minitel 2.0 et de publier ça sur YouTube. Ça marche bien, mais il y a mieux. Partout où 3 geeks motivés se retrouvent, en quelques conférences, ils ont tous les outils pour comprendre comment faire et démarrer leur EFAI. Et s'il y a besoin d'un coup de pouce, eh bien maintenant, il y a un grand réseau de 15-20 associations avec des membres correspondants externes, pas seulement les fournisseurs d'accès Internet, mais aussi des fournisseurs de débit, bande passante, connectivité en amont, plus que amener le débit en aval jusque chez les gens. Donc plein d'associations, de gens qui commencent à avoir des habitudes, qui réfléchissent ensemble aux problèmes rencontrés, qui s'échangent les tuyaux, les bons logiciels, qui montent ensemble des solutions et les adaptent. Un appui humain, logistique, technique, tout est déjà en place et sous plusieurs formes. Il y a des administrateurs système, il y a des serveurs, vous pouvez faire appel sur des mailing lists à des formes de hotline. Du moins au sein de la fédération, à la liste des membres, à laquelle beaucoup de gens sont abonnés. Beaucoup de gens en fait restent attentifs à cette liste et quand une question se pose, c'est pas un brouhaha de réponse, mais la personne qui a la bonne réponse s'exprime. La décentralisation, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est au cœur des principes qui sont défendus par FDN. Donc Internet, c'est la décentralisation, c'est la liberté, le fait de pas être enfermé. Et FDN, c'est une association qui est militante, c'est une organisation qui est militante au niveau
local, mais aussi au niveau planétaire. J'ai cru comprendre que FDN avait participé, avait fait son poil à gratter sur les printemps arabes, par exemple, avait ouvert des lignes, alors il me semble que c'était à l'Égypte, avait aidé des gens du côté de la Syrie. Tout à fait. FDN a fait son poil à gratter à beaucoup de moments et c'est encore un tiers des activités régulières de l'association attaquer les décrets d'application des lois liberticides et de censure d'Internet au fur et à mesure qu'elles sortent. Oui, en ce moment même, on sait que à cause des attentats, on est sous un couvre-feu permanent de droit qui fait que on a besoin d'attaquer pour défendre les libertés. Donc FDN est au cœur de tout ça. Mais alors en remontant un petit peu, en effet, les fameuses lignes RTC dont je parlais tout à l'heure avec les modems qui chantent quand on s'y connecte, c'est juste un service qu'on n'a pas éteint chez FDN, qui reste actif depuis tout ce temps. Et le matin où tous on s'est réveillés étonnés d'apprendre que l'Égypte avait quitté Internet et que les résidents égyptiens étaient privés du réseau. Oui, c'était trop dangereux pour le régime en place. Oui, ça commençait à se sentir pour eux, oui. Avec les super moyens d'espionnage du peuple qu'on leur avait vendus, ils en sont rendus compte. Et un journaliste appelle le porte-parole de l'association ce matin-là pour dire vous avez une idée, vous avez un commentaire sur qu'est-ce qui se passe quand un pays est coupé d'Internet. Et là, le porte-parole de l'association se dit tout simplement, s'ils utilisent les lignes téléphoniques pour appeler vers la France et se connecter en données comme on faisait avec nos modems RTC, ça va juste marcher, encore. Ils ont coupé Internet, ils ont seulement coupé les accès ADSL et au débit. Ils n'avaient pas coupé ces connexions-là. Et donc, une fois qu'on s'est rendu compte que, sans rien avoir à faire, ça continuait à marcher, là, il y a eu communication, entre autres via Télécomics, aux résistants et aux révolutionnaires égyptiens, pour leur dire que cet outil était tout simplement fonctionnel. Ça coûte un appel international, mais ça a été beaucoup utilisé. Et encore avant cela, FDN a pu jouer son poil à gratter par rapport à Internet, par exemple sur l'aide à la réplication du site web de Wikileaks, quand celui-ci a été jeté comme un malpropre de à peu près toutes les entreprises d'hébergeurs qui se sont proposées de mettre le site à disposition sur Internet, jeté des États-Unis rapidement, arrivé en France sur une petite entreprise, Octopus, qui a vaillamment tenu les attaques en DDoS en déni de service contre ce site, jusqu'à saturation de tous les liens, les fournisseurs de débit justement dont je parlais, en amont. Et donc, plus la possibilité pour l'entreprise de communiquer nulle part. Là, ils ont bien été obligés, pour le reste des clients, de passer la main à OVH, une autre entreprise française qui a dit oui, pourquoi pas. Et on s'est retrouvé avec un secrétaire d'État à l'époque, Monsieur Besson, qui avait demandé officiellement qu'OVH arrête d'héberger le site, mais sans intenter la moindre action en justice, sans justifier sa demande. Il y avait aucune raison légale, après tout. Et il y a toujours d'ailleurs aucune raison légale de censurer ce site. Mais donc voilà, le site a fait ping-pong à droite à gauche, a pas pu trouver une assise stable, et c'est là qu'est apparu dans les réflexions à FDN une comparaison entre ce qui est Internet, ce qui fonctionne avec le même modèle qu'Internet, et ce qui est, d'après l'expression chère à l'ancien président, Monsieur Benjamin Bayard, du Minitel. Le Minitel, c'était un service centralisé sur un seul ordinateur à Paris. Toutes les connexions Minitel passaient sur un seul serveur à Paris. Internet, c'est un réseau acentré, pas avec un serveur où toutes les communications passent, mais un réseau où chaque ordinateur connecté au sac de nœuds au milieu est partie intégrante du réseau, propose ou peut proposer des services autant qu'il les consulte, et donc où l'intelligence est à la périphérie du réseau. Ce modèle, ça fait que sur Internet, plus il y a d'utilisateurs d'un service, mieux il fonctionne. C'est le cas de BitTorrent par exemple. Alors que quand on a protocole de peer-to-peer qui fait chier tous les ayants droit et plein d'institutionnels. Protocole de partage de gros fichiers, et où chacun, quand il reçoit des petits morceaux de fichiers, peut les réenvoyer aussi. Et donc plus de gens s'intéressent à un fichier, plus le fichier est partagé sur le réseau et accessible depuis un grand nombre de sources. À côté de ça, un autre modèle, c'est celui de Facebook, et on constatait encore il y a quelques années, le soir, quand les Américains se réveillent et que beaucoup de gens se connectent sur Facebook, c'est lent et ça rame. Pourquoi ? Parce que le modèle de Facebook, c'est tout le monde connecté sur la même machine au milieu. Et plus il y a d'utilisateurs, forcément plus la machine sera à genoux. Alors que sur BitTorrent, plus il y a d'utilisateurs qui partagent, plus c'est rapide et le partage se fond bien. Alors sur Wikileaks, on a appliqué la même philosophie, à savoir tant qu'il y avait qu'un seul site, il suffisait de faire une attaque en déni de service dessus, faire comme si plein de gens voulaient consulter ce seul point de disposition du site et le saturer. Et donc, ce que FDN a proposé, c'était tout simplement un script de réplication
du site web de WikiLeaks, permettant à quiconque sur Internet avait un petit espace sur un coin de serveur web de lancer le script, copier une partie du site public de WikiLeaks et d'en être un miroir complet du jour au lendemain. Et c'est comme ça qu'en 2 semaines, le site web de WikiLeaks, qui se retrouvait chassé à droite à gauche d'un continent à l'autre en étranglant les entreprises qui essayaient de le mettre à disposition, s'est retrouvé à être le contenu le plus répliqué d'Internet. Des milliers et des milliers de miroirs du site web de WikiLeaks se sont montés sur tous les continents. C'est ce que Benjamin Bayard a appelé l'effet Flamby, c'est-à-dire qu'à force d'exploser et de taper du poing sur ce site, il y en a eu des petites éclaboussures partout et ça a plus été possible de s'en débarrasser. Voilà ce qu'FDN a pu faire comme petit grain de sel sur Internet, et c'est avec exactement la même idée que FDN, saturant son équipe de bénévoles à plus de 500 adhérents, a décidé de essaimer la démarche, le savoir, et de susciter non plus un point central d'accès Internet associatif en France, mais un réseau à centrer une myriade d'autres fournisseurs d'accès Internet capables de faire le même service et mobilisant à chaque fois une nouvelle équipe bénévole. Et plus il y aura de membres dans la Fédé, mieux le réseau fonctionnera. Tu sais que ça me fait penser exactement à Framasoft, qui est dans la même approche mais du côté du logiciel. Ils proposent des services logiciels qui centralisent aujourd'hui, mais justement ils veulent faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui puissent les installer chez eux, des entreprises, des associations. Ça s'appelle les chatons, donc c'est un acronyme qui veut dire quelque chose bien sûr, et donc tous ces chatons vont proposer quelque chose d'incentré, de solide. On n'aura pas à être dépendant d'une seule entité, on pourra être utilisateur de celle que l'on veut, ou de plusieurs d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et quelque part, tous les FDN locaux qui s'installent nous proposent aussi des services qui peuvent se chevaucher, et on peut proposer quelque chose qui ne nous rendra pas dépendants, qui nous rendra libres. Donc pour le coup, tu t'es installé du côté de la Loire, du côté d'Angers, alors Le Mans exactement. Oui. Et là, tu es en train de monter des choses. Tout à fait. Je racontais qu'en 2005, j'adhérais à FDN. De 2011 à il y a quelques semaines, j'ai assuré la charge du trésorier de l'association. Et il y a peu de temps, j'ai déménagé en effet au Mans, tout simplement ma ville natale. Ravi de découvrir qu'entre-temps, un chouette hackerspace s'était monté au Mans, le Home, qu'il y a un LUG encore actif qui s'appelle Linuxmen. Oui, je vois plein d'événements de leur part sur l'agenda du libre. Bien actif. Arrivé dans cette ville avec tous ces gens motivés, l'idée est assez rapidement venue de monter un nouveau FAI local qui rejoindra la Fédé au Mans, dans la Sarthe. Le but sera de couvrir la Sarthe d'accès Internet libre et associatif, alors peut-être bien avec du réseau hertzien puisqu'on a une porte de collecte possible, et peut-être un jour, si on arrive à négocier avec Sartel, répond pas à FDN depuis des années, mais peut-être aussi de la fibre optique. D'accord, des bonnes options. Vous avez un nom ? Le nom sera décidé jeudi 7 avril 2016, pour ceux qui nous écoutent, peut-être en 2020, on va savoir. Et oui, on s'en souviendra, le nom aura été décidé pour faire le lancement du projet de FAI local en Sarthe. Le nom sera choisi à cette occasion-là. Il y a déjà une dizaine de propositions qui ont été notées dans le document Etherpad de préparation de cette réunion-là, avec tous les jeux de mots en aimant à la fin que les locaux en peuvent plus. Ça, on peut imaginer. Et donc, tous ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore de FAI libre et associatif chez vous, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui sait déjà faire tout cela et puis qui vous expliquera un petit peu. Rapprochez-vous du site ffdn.org où il y a la liste de tous les FAI qui existent pour voir s'il y en a un pas loin pour rencontrer quelqu'un qui l'a fait. Il y a des ressources, des conférences, des explications textuelles sur quels sont les enjeux, comment le réaliser et les expériences des uns et des autres, que ce soit en moyenne montagne, à Toulouse, dans une grande ville. Et avec des technologies qui peuvent être originales. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent être assez chiadées. Du Hyperlan. Oui, et puis ça va avancer sûrement. Quand vous écouterez ça en 2030, il y aura encore d'autres choses. Et on sera en train de les utiliser, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, c'est un réseau d'associations ouvert qui vous attend. Merci Simon. Je te souhaite bonne chance pour cette réunion et le choix du nom, qui sera magnifique bien sûr. Et puis, je vous encourage, tous ceux qui nous écoutent, à aller voir du côté de FFDN pour vous renseigner sur votre FAI local, libre et associatif.